Information sur la crayonnomie numéro 4, la grosseur du crayon. Alors, son diamètre, qu'il soit petit ou très large, est-ce que c'est important? Peut-être. Parlons-en justement dans cette mini-formation. Oui, vous avez bien compris, j'ai dit crayonnomie numéro 4, ça veut dire qu'il existe un crayonnomie numéro 1, 2, 3 et il existera probablement un 5 et qui sait, peut-être un 6. Alors, on veut garder en tête que lorsqu'on veut faire le meilleur choix de crayon pour un enfant, on ne peut pas considérer qu'une seule caractéristique, dont celle qu'on discute dans cette mini-formation, la grosseur. Il va falloir s'attarder aussi au poids du crayon, à sa longueur, au type de mine, sa texture, sa forme. Et pour compliquer encore plus l'histoire, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans la capacité d'être confortable et de bien écrire, dont la posture, la position du papier, etc. Donc, on garde tout ça en tête et on s'en va étudier l'impact de la grosseur du crayon sur l'écriture. Intuitivement, plus les enfants sont petits, plus on a tendance à leur donner des gros crayons. Pensons au feutre ou au crayon de cire, par exemple. Est-ce que ça, c'est logique? Peut-être. Plus l'enfant est jeune, moins sa motricité fine est développée. Et la motricité fine, c'est quoi? C'est le contrôle des petits muscles de la main. Et plus la motricité est fine, plus elle va pouvoir permettre de la précision. Alors, un gros crayon va pouvoir être pris avec plus de doigts, demander moins d'exigence côté contrôle et permettre une fonction avec moins d'action. En d'autres mots, plus le crayon va être gros, plus il va être facile à prendre et à retenir et à manier avec les muscles de l'épaule ou du coude ou même du poignet, donc souvent la seule musculature qui est disponible chez les tout-petits. Alors, dans un contexte éducatif, si on ne tient pas compte que certains enfants auront des besoins particuliers et qu'il y aura des exceptions à ce que je vais dire, gros crayon, oui, dans les activités de dessin libre, donc papier, crayon, sans ligne dessus, pas de coloriage incitant à des petits mouvements auxquels l'enfant n'est peut-être pas prêt. Et quand vous allez passer aux activités de pré-écriture, transférez avec les crayons plus minces, typiques de ceux qu'on va utiliser pour écrire. Maintenant, tout ceci dit, on ne s'est pas encore parlé de prise du crayon et je pense qu'il faut en parler un petit peu. La prise du crayon va favoriser un meilleur mouvement du crayon. Plus elle est mature, plus elle ressemble à une prise tridigitale qui va être dynamique, donc qui va être bougée par les mouvements des doigts plutôt que du poignet, du coude ou de l'épaule. Plus on va avoir de précision, d'efficacité et moins d'efforts à produire pour produire une écriture lisible. Alors, si avec un plus petit crayon, j'ai une prise du crayon qui est moins typique ou moins fonctionnelle et qu'avec un gros crayon, j'arrive à avoir une prise plus adéquate, bien c'est sûr qu'on va pencher vers le côté d'un crayon plus large si ça facilite une prise du crayon plus optimale. Par exemple, il serait préférable pour cette jeune fille d'utiliser un plus gros crayon si cela lui permet une prise du crayon plus typique. Donc, si on ne tient pas compte du facteur poids qui pourrait être associé à un crayon de plus gros diamètre, les plus gros crayons peuvent être intéressants pour les enfants plus jeunes, niveau préscolaire et même maternel, si on n'oublie pas qu'il ne faut pas exiger une tâche qui demande beaucoup de précision. Tant que l'enfant n'a pas démontré qu'il est capable de contrôler le crayon avec les muscles de ses doigts. Ce que je veux dire, c'est que pour les enfants plus vieux, procurer un plus gros crayon, oui, peut aider avec la manutention de celui-ci, mais s'il y a un manque de contrôle du crayon, le vrai défi va demeurer et l'enfant va devoir compenser, soit par sa posture ou par des mouvements à l'épaule et autres que les mouvements de la main. En somme, si un enfant plus vieux a besoin d'un gros crayon, il a peut-être aussi besoin qu'on prenne le temps d'observer sa posture et son contrôle du crayon et qu'on lui propose des activités pour l'accompagner dans sa progression ou de rééducation. Encore une fois, c'est pas simple de discerner l'impact de chacune des caractéristiques du crayon dans une activité d'écriture parce que elles interagissent toutes les unes avec les autres ainsi que l'ensemble du contexte, une tâche courte, une tâche longue, l'âge de l'enfant, sa motivation, est-ce que il y a des besoins particuliers cet enfant-là et les données probantes quand on les considère, les résultats sont très variables, très contradictoires. Notamment, il n'y a pas énormément d'études non plus. Et d'après moi, c'est à cause de ça. Alors, si on fait une étude dans une classe de maternelle et on regarde les différences
entre chacun des enfants par rapport à juste la forme du crayon, bien, ça ne nous donne pas accès à suffisamment de l'histoire pour conclure. Voilà, je vous propose de conclure ici et comme d'habitude, je vous invite à venir continuer la conversation avec moi sur la crayonnomie et tous les autres sujets qu'on discute aussi dans la communauté l'ergothérapie entre amis sur Facebook et sur mon site web aussi. Il y a beaucoup de ressources téléchargeables gratuites ainsi que des formations pour répondre à vos besoins de connaissances plus approfondies en ce qui touche le développement et le fonctionnement de l'enfant. Bonne semaine!